Alors, Éric Perrier, vous avez rejoint Essilor International en tant que directeur de la recherche et du développement depuis plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi même, avec pour objectif de poursuivre la stratégie d'innovation internationale du groupe. Vous avez occupé des fonctions de directeur R&D, notamment au sein de la société LVMH, et de directeur scientifique dans les industries de la cosmétique et des dispositifs médicaux. Vous êtes enfin l'auteur ou le co-auteur de plus de 40 brevets et d'une 50aine d'articles scientifiques. Améliorer la vision pour améliorer la vie, c'est le thème de votre intervention, puisque l'innovation est dans votre ADN. C'est à vous, Éric. Merci Vanessa, merci aux organisateurs et à José Saël de nous avoir invités, de nous avoir donné la possibilité d'intervenir aujourd'hui. Donc améliorer la vision pour améliorer la vie, prévenir, protéger, aider. On va voir un petit peu dans les diapositives qui viennent qu'est-ce que cela signifie pour nous. Avant toute chose, je voudrais revenir à la naissance d'Essilor. Quand on parle du futur, quand on parle de l'avenir, quand on parle d'innovation, il faut aussi connaître ses racines, savoir d'où on vient. Et la Société des Lunetiers a été fondée en fin 1850, aux environs 1850. Vous voyez que c'est une société, la Société Essilor, qui est fondée sur une coopérative. Donc cette mission de coopérative, d'ailleurs, est une mission qui existe aujourd'hui encore chez Essilor, puisqu'environ un quart des salariés sont sociétaires, sont actionnaires de l'entreprise. Alors on vient de là, 1850. Cette photo est une superbe photo qui a été prise début des années 1900 dans une de nos usines en France, qui fabriquait en fait des verres minéraux à l'époque, qui étaient utilisés dans cette société des lunetiers. Donc vous voyez, on passe de là à ça en 150 ans. Donc on a finalement suivi, on a anticipé toute une série de révolutions dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la révolution digitale, la révolution numérique, pour passer finalement d'outils avec des moules à des outils plutôt de type surfacing digital, tel ce qui est présenté ici. L'enjeu de la vision est un enjeu colossal. Sur 7 milliards de personnes, environ 4 milliards nécessitent une correction, plus de 2,5 milliards ne sont pas corrigés. C'est un enjeu redoutable qui va croître dans les années qui viennent. 2,5 milliards de personnes qui ne sont pas ou mal corrigées, ça représente en fait un objectif à atteindre de correction qui est inatteignable. Et on sait que l'impact de cette mauvaise vision est largement sous-estimé. Il faut savoir qu'on comptabilise on a une estimation de l'ordre de 275 milliards de dollars, c'est ce que coûte le coût annuel de la perte de productivité liée à une mauvaise vision dans le monde. On pense qu'environ 60% des accidents automobiles sont liés à un problème de vision, soit du conducteur, soit de la personne qui subit l'accident. Environ 1 enfant sur 4 dans le monde rencontre des problèmes à l'école liés à un problème de vision. Et on a à peu près 7 fois plus de chances de chuter chez la personne âgée lorsqu'on est mal corrigé. Donc vous voyez que cet impact de la vision, il n'est pas simplement un impact seulement nécessaire, mais il est indispensable. Ces besoins ne cessent d'augmenter. On parle de 4,3 milliards de personnes aujourd'hui qui ont besoin de correction dans le monde. On pense atteindre environ 6 milliards de personnes en 2030. Et ces besoins sont dans pas mal de domaines, mais il y a 2 domaines en particulier qui nous intéressent chez Essilor et qui sont extrêmement importants. C'est la myopie, où on va dépasser les 2,2 milliards en 2020, 2,2 milliards de personnes, 2,2 milliards de myopes, une personne sur 3 au final, et la presbytie. Donc myopie, en particulier myopie des enfants, et presbytie qui effectivement apparaît avec l'âge. Donc on voit que les besoins non seulement sont énormes, mais en plus vont continuer d'évoluer dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. Face à ce besoin, un certain nombre d'actions ont été mises en route chez Essilor, qui a créé un corporate mission, une fonction corporate mission au sein du groupe, dépendant du comité exécutif, et qui a finalement 3 grands chapeaux. Un chapeau autour de ce qui concerne les fondations, comment essayer d'aider le plus grand nombre, autour du Vision Impact Institute, c'est-à-dire comment essayer de faire savoir quel est l'impact d'une mauvaise vision dans le monde. Et il y a peu d'articles publiés dans le monde, c'est important de s'en faire l'écho et de diffuser ces informations très largement.
Et puis, un troisième chapeau qui s'appelle 2,5 milliards. Comment traiter ces 2,5 milliards de personnes, comme le disait Marc Gigé en introduction, ces 2,5 milliards de personnes qui ont besoin de correction dès à présent. Et ce n'est pas en faisant croître nos capacités de 5 ou 10% par an qu'on sera capable de traiter ces 2,5 milliards de personnes. Il faut inventer des nouvelles façons de trouver des solutions pour ces 2,5 milliards de personnes qui doivent être corrigées. Alors, parmi ces solutions, je vous donne un exemple, un petit coup de zoom sur un programme que nous avons en Inde qui s'appelle iMitra. Ce programme, en fait, consiste à écouter ces personnes qui, premièrement, n'ont pas accès au système de soins et, deuxièmement, n'ont pas accès à des équipements. S'ils ont accès à l'un, ils n'ont pas accès à l'autre, et vice-versa. Donc, ce que nous avons décidé de faire, c'est que nous avons décidé de faire deux choses. Premièrement, d'identifier des personnes volontaires qui sont plutôt en marge dans des villages reculés, un peu en Inde, un peu partout, pour essayer de leur apprendre le métier de la réfraction optique. Donc nous avons ouvert un certain nombre de centres de formation et nous aurons 8 centres de formation qui seront ouverts tout début de cette année 2015 en Inde. Et ces 8 centres de formation forment des futurs opticiens qui sont ensuite susceptibles de faire de la réfraction optique et qui sont susceptibles ensuite d'apporter l'équipement en même temps au porteur pour un coût qui est extrêmement bas, puisqu'on parle de quelques dollars. Ces équipements sont des équipements qui sont plutôt plus simples, évidemment, qui correspondent en fait à un verre droit qui est identique à un verre gauche, ce qui permet en fait d'avoir un stock relativement étroit, relativement faible, et ce qui permet à ces opticiens de partir en campagne avec leur sac à dos, avec leurs équipements, faire des réfractions dans les villages et apporter des solutions clés en main immédiatement en moins de 5 minutes. Donc ces solutions sont très importantes, elles sont pour nous vraiment fondamentales, elles nous permettent d'imaginer que dans les prochaines années et à partir de 2018-2020, nous serons susceptibles d'équiper chaque année 50 millions de personnes supplémentaires. C'est beaucoup, à la fois beaucoup, mais par rapport à ces 2,5 milliards, vous vous rendez compte que ça reste très faible. Donc c'est une mission que nous devons continuer à étendre un peu partout. Je vous donne un exemple dans le domaine de ce projet de 2,5 milliards, un sujet c'est une mission qui est très importante pour l'ensemble des collaborateurs d'Essilor. Mais au-delà de ce projet de 2,5 milliards, c'est l'individu lui-même, à chaque âge de la vie, qui a besoin d'équipements, qui a besoin de solutions différentes tout au long de son existence. Au niveau des enfants, c'est principalement des problématiques de myopie qu'on rencontre. Aujourd'hui, c'est pratiquement 90% d'enfants qui sont myopes, par exemple, à Singapour ou à Taïwan. C'est 90%, 97% des étudiants qui sortent de l'université de Shanghai qui sont myopes. Donc vous voyez que la myopie est un phénomène qui est... Alors on dit qu'il est principalement asiatique, mais il n'est pas seulement qu'asiatique. Il a tendance à s'étendre très largement dans un grand nombre de pays. Donc la myopie pour l'enfant en particulier, mais pas seulement. Ensuite, une problématique de performance progressive de l'œil qui se dégrade. C'est finalement un petit peu tout ce qui se passe avant la pré-presbytie, l'œil qui se fatigue. Et puis ensuite, c'est la presbytie, avec des caractéristiques particulières qui commencent à apparaître. Nous vivons de plus en plus longtemps. Comme le disait Marc Gigé, on a finalement inséré 30 années de vie supplémentaires entre 50 ans et 60 ans, ou entre 60 ans et 70 ans, choisissez. Mais finalement, 30 années supplémentaires qui nous sont offerts en un temps relativement court. Et donc finalement, c'est tout autant de maladies qui n'étaient cachées, qui n'étaient pas visibles, qui sont visibles, qui sont rendues visibles par ces 30 années de vie supplémentaires. Et donc, évidemment, c'est les problématiques de cataracte, de DMLA qui sont citées ici. Donc, 55 000 personnes dans le monde, chez Essilor, travaillent sur cet objet. Donc on pourrait se dire c'est à la fois énorme, c'est 55 000 personnes qui travaillent sur une paire de lunettes, et encore j'ai envie de dire principalement sur les verres dans les paires de lunettes. C'est-à-dire que la partie équipement complet est une toute petite partie de notre activité. Donc vous voyez 55 000 personnes, 30 usines, 500 laboratoires dans le monde travaillent pour faire ça. Mais ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça nécessite d'abord des designs optiques pour avoir une très très bonne vision, en vision de loin, en vision intermédiaire, en vision de près, une très bonne optique en général.
Mais ensuite, l'optique ne fait pas tout. Il faut que la vision, elle soit durable. Et c'est un ensemble de propriétés supplémentaires qui sont rajoutées sur le verre par l'intermédiaire de couches fines qui viennent rajouter des propriétés supplémentaires. Filtration des UV, filtration du mauvais bleu, filtration des UV par la face arrière, anti-salissure, anti-statique. Si vous avez l'électricité statique sur vos lunettes, vous avez des poussières. En frottant ces poussières, vous allez rayer votre paire de lunettes et finalement, vous ne verrez pas. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de propriétés finalement assez basiques qui, à chaque fois, sont rajoutées, alors plus ou moins basiques, certaines sont très compliquées, qui sont rajoutées au fur et à mesure, et c'est jusqu'à une trentaine de couches supplémentaires qui sont rajoutées sur un design optique pour apporter une propriété de grande qualité à la vision, ce qu'on appelle une vision finalement, au final, durable. En termes de recherche et développement, juste quelques chiffres, je ne vous embêterai pas trop là-dessus. 550 personnes, 550 collaborateurs, certains d'entre eux sont d'ailleurs dans la salle aujourd'hui, se battent tous les jours pour essayer de trouver des solutions dans le domaine de la vision, dans ces différents domaines, à la fois pour le haut de la pyramide comme pour le bas de la pyramide, et pour finalement proposer des offres adaptées à chaque client. En 2013-2014, nous avons déposé de l'ordre d'une centaine de brevets. C'est important que notre innovation soit protégée, soit brevetée, de façon à ce que nous puissions continuer à faire de la recherche de grande qualité. C'est de l'ordre de 250 produits qui ont été développés en 2013 et en 2014. Et finalement, notre capacité à introduire ces produits sur les marchés dans le monde entier s'est accrue année après année. Un petit mot pour dire qu'on ne peut pas inventer tout seul. On invente forcément avec les autres. Et d'ailleurs, je veux donner un grand coup de chapeau à cette organisation, à l'organisation de cette journée, qui met à l'honneur un certain nombre de start-up, un certain nombre d'universités, de centres de recherche. On innove uniquement quand on est ensemble. Et cette manifestation est un bon symbole de ce que la recherche aime faire, travailler ensemble, travailler partenaire avec partenaire, fournisseur, client, utilisateur final, start-up, centre de recherche. Donc nous avons 3 grands centres de recherche en Europe, qui est le plus grand, c'est le Navire Amiral, qui est à Créteil, un en Amérique, à Dallas, et un en Asie, à Singapour, de ces centres de recherche, desquels foisonnent un certain nombre de programmes de recherche avec des universités un peu partout dans le monde. Nous ouvrons de l'ordre d'à peu près 80 contrats de recherche par an avec des universités et des centres de recherche pionniers dans le monde un peu partout. Je vais juste faire un petit zoom un peu particulier sur 4 grandes zones. La France, tout d'abord. On a une activité très importante de recherche avec l'équipe de l'Institut de la Vision. Alors, j'ai donné un petit peu une liste là de différentes actions que nous avons avec le Centre de la Vision, avec l'Institut de la Vision, comme le Centre Basse Vision que nous avons à l'Institut, les travaux dans le domaine de la photobiologie que nous avons avec le professeur Picot. Nous venons d'ouvrir une chaire qui s'appelle Silver Sight, et que je vous invite justement à aller voir sur les sites internet, qui est une chaire destinée à vision et vieillissement sain, parce qu'il nous est apparu en fait qu'au-delà de 70 ans, c'est comme si finalement les problématiques de vision n'étaient pas connues. C'est comme si après 70 ans, la problématique de vision était finalement insignifiante, ou que finalement on n'existait plus après 70 ans. Et on a voulu vraiment essayer de se focaliser sur ce travail de ce qui se passe au cours de la vision lorsqu'on va au-delà de 70 ans. Il y a tout un tas de phénomènes qui apparaissent, qui sont très très peu connus, très peu décrits, très peu étudiés, et que nous souhaitons étudier en profondeur avec cette chaire universitaire que nous venons d'ouvrir, avec le professeur Sahel, et puis avec nos partenaires. L'Académie Essilor, le Chopper Lab, enfin pas mal de choses qui sont à l'Institut de la Vision, et en particulier une grosse activité que nous avons dans le domaine de la réalité augmentée, que nous cherchons à adapter pour les malvoyants. J'y reviendrai. Donc beaucoup de choses en France. On a également des chaires universitaires, des chaires durables avec des partenaires au Canada. 2 partenariats très importants avec l'université de Wenzhou sur la myopie des enfants et l'université de Shanghai dans le domaine des nanotechnologies appliquées aux technologies de vernis utilisés sur des verres. Et puis au Japon, nous avons créé un centre de recherche qui est une JV avec une joint venture, une société conjointe avec notre société sœur, la société Nikon, pour des programmes de recherche avancés permettant d'imaginer ce que pourraient être des produits très innovants dans le domaine des caméras comme dans le domaine de la vision dans les 20 ou les 30 années qui viennent.
Alors Marc Gigé a parlé aussi, visiblement je parle beaucoup de Marc, mais a parlé ce matin du consumer-centric. Nous sommes évidemment une société qui, d'abord et avant tout, partons de nos consommateurs, de nos utilisateurs ou des potentiels utilisateurs. Quel est le problème? Quel problème souhaitons-nous régler? On n'a pas le même problème quand on a 8 ans et qu'on en a une myopie qui est à -4 ou -5 que quand on a 50 ans ou 60 ans et qu'on développe un début de presbytie ou une presbytie sévère. Il est évident que les besoins sont différents et donc il faut écouter les consommateurs. Donc en fait, notre première étape consiste à rassembler des données, analyser ces données, essayer d'imaginer ce que pourrait être une solution la plus innovante possible pour cette population, proposer des prototypes, enfin réaliser des prototypes, faire les mesures de ces prototypes et ensuite tester ces prototypes avec ce panel d'utilisateurs clés. Ce qui nous permet en fait rapidement d'avoir un retour et de savoir si nous avons une hypothèse qui est validée ou pas, si nous avons une hypothèse auprès de porteurs qui est intéressante ou pas. Et si elle est intéressante, nous pouvons du coup commencer à imaginer d'introduire un vrai développement produit et un lancement sur le marché. Donc la co-conception avec nos utilisateurs est extrêmement importante. Je vais en une diapositive vous parler des 5 grands domaines de recherche que nous avons au sein d'Essilor. Pour en parler de façon très rapide, je vous ai déjà parlé du premier sujet qui est finalement l'expérience client. Cette expérience client, on a parlé de parcours de soins aussi ce matin, c'est un petit peu ça. Finalement, cette expérience client, elle passe par le fait d'abord d'être détecté, de comprendre qu'on a un problème, ensuite d'être détecté, ensuite de demander un équipement, ensuite recevoir cet équipement, ensuite être satisfait ou non satisfait de cet équipement. Et on voit que ce parcours-là n'est pas simple et nécessite en fait un accompagnement. C'est là où effectivement nos partenaires, les opticiens, jouent un rôle fondamental. Donc c'est un point qui est important, surtout à l'époque où on voit exploser le monde, en particulier dans le monde anglo-saxon, le monde de la vente sur Internet. Où finalement, comment pourra-t-on remplacer un conseil qui pourtant est un conseil extrêmement important. Donc l'expérience client est quelque chose de très important, qui ne s'arrête pas simplement à l'équipement, mais qui va beaucoup plus loin, en particulier qui s'intéresse à l'accompagnement dans le choix et la décision de l'acte d'achat de tel ou tel équipement qui va être parfaitement adapté à chaque consommateur, à chaque client. Deuxième sujet, le sujet de la myopie. Si un enfant sur 3 sera myope en 2020 ou 2030, si 90% des jeunes asiatiques qui font des études, qui sortent d'université sont myopes, si 97% des jeunes hommes qui font leur service militaire à Singapour sont myopes, c'est qu'on a un vrai problème de santé. Et ce problème de santé est extrêmement grave, aboutit et peut aboutir à des problèmes de cécité lors du vieillissement. Donc on a l'obligation morale de trouver des solutions durables pour ces sujets de myopie. Donc on travaille énormément sur cette thématique-là. Le troisième sujet, c'est le sujet de la santé. La santé, pourquoi? Parce que si nous avons mis en évidence qu'il est possible de protéger l'œil, non seulement par les UV qui viennent de la face avant, mais par les UV qui viennent de la face arrière des lunettes, qu'il est possible de protéger l'œil contre la mauvaise lumière bleue qui vient à partir de l'éclairage ambiant et des diodes en particulier, si nous avons mis en évidence des problématiques comme celle-là, il est évident que nous ne pouvons pas le cantonner dans le haut de la pyramide. Il est évident que notre mission est d'apporter ces bénéfices, d'apporter ces problématiques de santé le plus largement possible, y compris aux 2,5 milliards de personnes qui doivent être équipées demain. Donc cette problématique de santé est et sera pour nous un point extrêmement important dans les années qui viennent. Dans une sous-thématique de cette problématique de santé est le domaine du solaire, puisque dans le domaine du solaire, on trouve malheureusement un peu tout et un peu n'importe quoi. On trouve malheureusement sur le marché encore des verres qui ne filtrent pas les UV et qui sont vendus comme des verres solaires. Alors évidemment, je vous le rassure, c'est pas dans des magasins de bonne aloi. C'est souvent sur des marchés, des ventes à la sauvette. Ce sont des verres qui sont des verres dangereux. On ne le répétera jamais assez. Donc c'est vrai que c'est extrêmement important pour nous de continuer d'apporter dans le domaine du solaire ces avantages que nous avons découverts dans le domaine des verres transparents, des verres clairs, qui améliorent la vision, mais de façon à pouvoir les apporter également dans les verres solaires. Et puis le sujet du milieu, la réalité augmentée.
Le domaine de la réalité augmentée est un domaine qui est un domaine immense. On a tous en tête le nom d'une société qui a lancé quelque chose dans ce domaine. Nous nous intéressons plutôt, en particulier avec l'Institut de la Vision, à la thématique et à la problématique de la basse vision, de l'aide à la mauvaise vision. Donc en fait, notre objectif, c'est d'essayer de voir comment finalement capturer des images dans le milieu ambiant, reprojeter ces images dans une zone de la vision qui est active, de façon à pouvoir aider les gens à être plus autonomes lorsqu'ils ont des problèmes de vision. Donc c'est ça notre thématique centrale de recherche autour de cette réalité augmentée, et nous pensons que nous avons un grand rôle à jouer dans ce sujet-là. On s'est entouré d'un certain nombre de start-up, de PME, de PMI, de centres de recherche, en particulier aidés en cela par José Sahel. Deux petites publicités, si je peux me permettre. Une publicité sur les UV. Vous avez probablement vu cette publicité, elle est très agressive, je vous l'accorde, mais le sujet est agressif aussi. Si on est capable de protéger les yeux par la face avant des verres, il est important de les protéger aussi par la face arrière. Protégeons nos yeux. Deuxième sujet, la filtration du mauvais bleu. C'est un travail que nous avons réalisé avec le professeur Picot de l'Institut de la Vision, où on a décomposé les longueurs d'onde par bande de 10 nanomètres. Et d'ailleurs, les équipes de recherche qui ont travaillé sur ce sujet sont dans la salle. On a décomposé cette lumière par 10 longueurs d'onde, par 10 nanomètres de longueur d'onde, pour identifier la zone toxique qui était responsable finalement de dépôts de lipofuscine dans l'œil qui sont susceptibles de dégénérer en DMLA. Et on a identifié une longueur d'onde très particulière dans le bleu-violet qui nous a conduit finalement à lancer ce produit qui s'appelle Préventia. Là aussi, l'idée, c'est de protéger contre le mauvais bleu par la face avant et de protéger contre la réflexion des UV par la face arrière. Donc, protection, prévention a toute sa signification dans le panel de produits Essilor. Et le dernier petit zoom que je voudrais faire, c'est le sujet des malvoyants. C'est un vrai problème de santé publique là aussi. Nous avons le devoir de trouver des solutions de type loupe électronique, solutions intelligentes pour les malvoyants. Et nous avons développé, avec la société Humanware qui nous a rejoint et qui fait partie du groupe Essilor depuis un an environ, une solution qui s'appelle Prodigy, qui est un agrandisseur. Alors c'est un agrandisseur, un téléagrandisseur de maison, mais aussi un agrandisseur sur une petite tablette qui correspond à la taille d'un mini iPad et qui permet en fait d'agrandir de façon intelligente et également qui fait du texte à voix, donc qui permet de transformer un texte en voix, qui est assez intéressant. Et on a un deuxième projet avec l'Institut de la Vision, Street Lab, et de lunettes à réalité augmentée avec cette société Humanware pour rentrer dans cette thématique autour de la vision augmentée pour malvoyants. Un dernier mot pour dire que nous n'innovons pas tout seuls, nous innovons avec nos partenaires et Essilor a comme mission aussi de regrouper, d'identifier, de regrouper, de rassembler toutes les énergies qui sont dans le domaine de la vision, bien voir pour bien être, pour bien vivre. Donc notre mission, bien voir pour bien vivre. Et donc un certain nombre de sociétés nous ont rejoints. C'est plus de 200 sociétés qui nous ont rejoints en fait depuis 10 ans et qui établissent aujourd'hui le panorama Essilor en termes de marques, mais également en termes de produits, en termes de niches, en termes de solutions spécifiques adaptées à différents types de porteurs. Voilà, je vous remercie de votre attention.